Allez, chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal du 23 septembre 2025. Donc, je vais commencer par faire la liste des présentes et des présents. Donc, moi-même, présent. Edwige Luc-Bernet, elle arrive. Marc Chauvet, présent. Nadia Benjeloun Makali, présente. Vincent Boivinet, présent. Amélie Cohen-Langlais, présente. Olivier Goudichaud, présent. Fabienne Cabrera, présente. Pierre Wallet, il arrive. Christelle Baudré, présente. Cathy Camille, présente. Xavier-Marie Fédou, présent. Bénédicte Jamet-Diez, elle arrive. Jacques Reynaud donne procuration à Edwige Luc-Bernet. Isabelle Taris, présente. Benoît Dancona, présent. Pascal Labadie, présent. Sadia Edge-Blekader, présente. Sylvaine Panabière, présente. Guéno Léjean, présent. Marie-Laure Pirot, présente. Tiffaine Cornaciari, présente. Laure Desvalois, présente. Nabil Enadji, présent. Aurélien Desbas, présent. Florian Darcos donne procuration à Marc Chauvet. Kiawar Cheban donne procuration à Marie-Laure Pirot. Idriss Benkelouf, présent. Christian Bagat, présent. Mohamed Mishrafi, présent. Alexandre Diaz donne procuration à Mohamed Mishrafi. Isabelle Torlénico, présente. Fabienne Dacosta donne procuration à Christian Bagat. Christophe Thomas donne procuration à Isabelle Torlénico. Et Sena Bougueil, présente. Bon, le quorum étant atteint, nous allons commencer notre séance de conseil municipal. Peu de délibération, mais nous verrons bien la durée des débats. Tout d'abord, chers collègues, je me permets de vous rappeler que nous sommes en période de réserve depuis le 1er septembre. Voilà, les échéances électorales approchent, la fin du mandat également. Et donc, vous le savez, nous avons une consigne qui s'applique à tous les élus du conseil municipal, d'avoir un ton neutre obligatoire. Voilà, c'est pour que le débat électoral puisse avoir lieu, mais en dehors de nos fonctions d'élus. Voilà, nous sommes soit candidats, soit élus. C'est comme ça que la loi a été pensée. Donc, évidemment, j'attends que tout un chacun puisse respecter la législation. À l'écrit, à l'oral et aussi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, chers collègues. Concernant un petit point, si vous voulez bien, concernant l'été et la rentrée. Tout d'abord, la rentrée scolaire s'est bien passée. Dans les maintenant 14 écoles publiques de Bègles, hein, nous en avons une supplémentaire, l'école maternelle Malala, et également dans les 2 écoles privées sous contrat bèglaises. Dans les écoles publiques, le nombre moyen d'élèves par classe est descendu à 20, qui est un atout réel pour les conditions d'apprentissage et de travail des enseignants et d'apprentissage des enfants. Voilà. Et ce qui a aussi permis, ça a été permis par la construction de l'école Malala et de classes supplémentaires. Concernant l'été, l'été à Bègles s'est bien passé, notamment autour de Bègles-Plage, dont le site a comptabilisé 19 000 visiteurs et 4 500 usagers ont pu profiter des animations CAP 33 de notre partenaire du département de la Gironde, et également 1700 enfants béglais ont pu profiter de la baignade surveillée et des animations sportives gratuites via nos associations béglaises ou les centres de loisirs. Nous savons que la gratuité et les activités nautiques sont un moteur essentiel de l'organisation de Bègles-Plage. Et en votre nom, chers collègues, j'en profite pour remercier l'ensemble des services de la ville, les associations et les partenaires, notamment le département, pour cette offre variée et nécessaire. Notamment, bien sûr, l'apprentissage de la nage, en complément des cours toute l'année. Voilà. Et puis, je souhaite souligner l'intervention de l'entreprise Arsin Environnement Service, à la demande de la ville, qui gère en amont de l'été, toute l'année, et pendant l'été, la gestion des algues. Et elle a parfaitement rempli sa mission. Alors pourquoi je dis ça? Alors sans aucune polémique, chers collègues, mais quand même. Dans la tribune municipale de l'Espoir Béglais, il est fait mention, alors juste une phrase où il y a un petit point qui ne me paraît pas exact, hein, donc je préfère le souligner. Puisqu'il est fait mention que Bègles-Plage a des eaux polluées. C'est comme ça que c'est écrit dans la tribune. Voilà, Bègles-Plage et ses eaux polluées. Alors, je vous donne ce que nous faisons pour contrôler la qualité des eaux
de Bègle-Plage, qui n'est absolument pas polluée. Donc je me permets de rectifier un petit peu, puisque nous réalisons des analyses poussées en termes de qualité d'eau, réglementaires, mais au-delà. Alors le réglementaire, contrôle sanitaire, des eaux de baignade mis en œuvre par les agences régionales de santé. Et en ce qui concerne Bègle-Plage, l'agence régionale de santé, Gironde, a effectué 13 analyses bactériologiques cet été dans la zone de baignade du 6 juin au 14 septembre. Donc toute la durée d'ouverture. Et à chaque fois, la qualité de l'eau a été qualifiée de bonne à chaque analyse, donc non polluée. Malheureusement, d'autres sites dans le département de la Gironde n'ont pas eu, vous le savez, voilà, cette qualité des eaux, notamment due aux cyanobactéries. Donc nous avons une campagne spécifique, car nous avons été victimes des cyanobactéries, mais hors ouverture. De plus, d'un point de vue volontariste, nous missionnons, Ville de Bègle, un laboratoire indépendant qui assure des analyses bactériologiques supplémentaires de mars à octobre et pendant l'été. Et donc, 21 analyses entre le 25 mars et le 14 septembre, cyanobactéries et bactériologiques, et toute la qualité des lacs, l'eau du lac a été qualifiée conforme également, voilà, au seuil sanitaire appliqué à la baignade et aux activités aquatiques. Voilà. Donc, je sais que c'est une petite musique qui tourne dans Bègle, qui dit que l'eau de Bègle-Plage est polluée et n'est pas conforme à la natation et aux activités aquatiques. Je peux assurer, nous pouvons assurer aux Bèglais que toutes les analyses montrent que c'est absolument conforme, avec notamment ce que je disais, des ramassages d'algues toute l'année, puisque en fait ce sont le développement des algues et micro-organismes qui développent les cyanobactéries. Bon, voilà, donc j'ai pris un peu de temps, mais je pensais que c'était important de clarifier ce point. Enfin, nous pouvons nous féliciter, puisque nous avons obtenu le label de la métropole 2025, donc le premier prix mobilité pour toute la politique mobilité de la ville, notamment autour des écoles, autour du développement des transports en commun, notamment ce qu'on appelle les grands axes, mais aussi une action spécifique vers les collégiens pour l'apprentissage de la sécurité à vélo. Voilà, donc on est très fiers. Je devais avoir le trophée, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai oublié sur mon bureau. Donc on pourra vous montrer une photo. Mais en tout cas, on est très fiers. Voilà, on remercie les équipes de la métropole, un jury évidemment indépendant, qui nous a décerné ce premier prix. Voilà. Enfin, quelques dates des temps forts à venir. Vendredi prochain. Vendredi 26 septembre, à partir de 18h, l'inauguration de la cuisine municipale. Chers collègues, évidemment, vous êtes toutes et tous conviés. Et c'est ouvert aussi à l'ensemble des Bèglaises et des Bèglais sur inscription, et c'est encore possible de le faire. Donc venez découvrir. Il y a des visites avec un nombre de places limitées, mais ultérieurement, nous pourrons organiser d'autres visites s'il y a plus de personnes qui souhaitent visiter que de places. Également, un peu plus tard, le mercredi 15 octobre, la pose de la première pierre du futur complexe sportif, gymnase polyvalent et 2 salles sportives, à 18h également, à côté du gymnase Boyer, mercredi 15 octobre. Et puis, le dernier round des forums de quartier, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et nord-est, entre le 24 septembre et le 16 octobre. Voilà, venez échanger sur les projets en cours dans vos quartiers et des moments de concertation, d'échange très riches. Voilà un petit peu ce que je souhaitais dire en introduction. Et puis, bien sûr, chers collègues, je vais vous proposer une minute de silence pour Alain Ziani, à sa mémoire, puisque c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Alain le 19 juillet dernier. Donc, tout le monde le connaissait, maire de Mérignac, sénateur de la Gironde, président de Bordeaux Métropole. Il a marqué durablement notre territoire par son engagement, sa finesse et sa constance. Avocat de formation, passionné par le mot juste et le débat, homme de conviction inspiré,
aussi par une sensibilité bouddhiste. Il a affronté la maladie avec un courage admirable. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être élu à ses côtés à la métropole pendant de nombreuses années, et j'ai pu apprendre de lui notamment son calme olympien, cette capacité rare à garder le cap et à apaiser le débat. Je crois que je ne l'ai jamais vu s'énerver. Hein, voilà. Donc vraiment, c'est un peu le zen du bouddhisme. Donc il restera bien sûr une grande figure de la vie publique bordelaise, mérignacaise. Donc s'il y a des prises de parole de collègues qui l'ont bien connu, je vais leur passer la parole et après nous observerons une minute de silence en sa mémoire. Benoît d'Ancona. Oui, je voudrais simplement dire évidemment quelques mots sur notre camarade Alain Ziani au nom des élus socialistes et républicains, très rapidement. Premièrement, peut-être parce qu'il avait travaillé il y a 40 ans avec Philippe Madrelle, élu métropolitain et quand même très bon connaisseur de ce qu'est la Gironde rurale. Il a, en étant président de la métropole, mis en place des relations très différentes entre la métropole et ce que un de ses prédécesseurs appelait l'arrière-pays. Justement, en ne le considérant pas comme l'arrière-pays, mais en lançant notamment, avec toute la majorité de gauche évidemment, les contrats de coopération territoriale pour un meilleur équilibre entre la métropole de Bordeaux et la Gironde, qui n'en fait pas partie. Et puis, je retiendrai une action qui m'a marqué plus particulièrement au niveau de Mérignac et que je trouve très remarquable. Et alors, je comprends que ce soit compliqué à mettre en place, mais à Mérignac, chaque Mérignacais ou Mérignacaise qui a subi un traitement anticancéreux bénéficie pendant 1 an, pris en charge par la commune, d'une activité physique de remise en forme, parce que, comme vous le savez, la chimio, la caractéristique, comme disent beaucoup de malades du cancer, c'est le traitement qui m'a rendu malade, et c'est la chimio, ça met par terre. Il y a des doses différentes, mais enfin bon, la remise en forme est longue et la ville de Mérignac prend ça en charge pendant 1 an. Je trouve que c'est un bel exemple. Et puis évidemment, je soulignerai comme toi, Clément, le courage, c'est-à-dire qu'il a mené autant qu'il était raisonnable ses mandats, président de Bordeaux Métropole jusqu'en 2024 et puis maire de Mérignac jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'au moment où vraiment ça n'était plus raisonnable pour lui et pour les collectivités de les présider. Et donc, bien évidemment, il va de soi, pas plus que les autres, mais autant que les autres en tout cas, que vu notre lien ancien avec Alain Ziani, que nous nous associons à cette minute de silence. Merci, je vous propose donc d'observer une minute de silence. Alors, Christian Bagat. Oui, allez-y, prenez la parole. Non, mais Laura, merci. Bien sûr. Le monde associatif a ceci de particulier, c'est de permettre à des dirigeants de rencontrer des personnalités politiques. Je connais Alain Ziani à l'époque où il était avec Philippe Madrelle, avec qui j'avais des relations particulières. Il a fait partie de mes belles rencontres. Cet homme authentique était un humaniste, c'était un acteur engagé, c'était aussi un observateur lucide. Là où les partis divisent, le président de Bordeaux Métropole rassemblait, y compris ceux qui sont d'ailleurs, comme nous. Sa sagesse était immense. Le bouddhisme n'y était pas étranger. Il aimait les gens. L'Espoir Béglé voudrait dire ceci, qu'il repose en paix, et nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille. Alain, je te remercie de m'avoir permis de partager un petit bout de chemin de ta vie. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ces mots justes. Je propose donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, une minute de silence en la mémoire d'Alain Ziani. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je propose que Xavier-Marie Fédoux soit le secrétaire de séance. Voilà.
Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de prise de parole sur les décisions municipales, je vous propose de passer à la première délibération. Marc Chauvet, participation de la ville de Bègles au réseau Guide Asso. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Avec près de 700 associations déclarées à Bègles et une quarantaine de créations chaque année, notre ville bénéficie d'un tissu associatif particulièrement vivant, vous le savez. Maillon indispensable de la vie locale, de la cohésion sociale, ces associations contribuent à l'animation et au développement de notre territoire et au renforcement de la citoyenneté et de la démocratie. La municipalité accompagne activement ce dynamisme, notamment à travers l'attribution de près de 2,5 millions d'euros de subventions que vous avez bien voulu voter par an, la mise à disposition de locaux aussi, le prêt de matériel pour l'organisation de manifestations et l'appui logistique. Au quotidien, les agents du service vie associative et citoyenne accueillent les associations et les informent sur de nombreux sujets qui les concernent. Ils les renseignent notamment sur les démarches administratives, leur fournissent des outils et les orientent vers des partenaires le cas échéant. Depuis 2 ans, le service vie associative et citoyenne s'est restructuré et s'est doté de nouvelles compétences, avec notamment la création d'un poste de coordinateur, de TRIS, de la vie associative, c'est une dame, effectivement. Cette opportunité nous permet d'aller plus loin dans l'accompagnement des associations du territoire. Ainsi, afin de permettre à un plus grand nombre d'associations de bénéficier de cet appui, il convient de structurer et de rendre lisibles nos actions. C'est pourquoi nous proposons que la ville de Bègles intègre le réseau Guide Asso. Alors, Guide Asso est un réseau d'appui impulsé par l'État, un réseau d'appui à la vie associative et qui a pour objet d'orienter, d'informer et d'accompagner les bénévoles, les salariés ou les porteurs de projets d'associations. Il est composé de structures privées ou publiques, actrices de la vie associative et ancrées dans leur environnement social. Il existe 4 niveaux de labellisation, correspondant chacun à un niveau d'appui, orientation, information, généraliste, spécialiste. La ville de Bègles fait le choix de se positionner sur le niveau Guide Asso Information, qui implique plusieurs missions obligatoires, notamment la proposition d'un accueil personnalisé des associations, l'organisation d'une permanence physique, téléphonique et numérique adaptée au public, la délivrance d'une information et ou une documentation adaptée à la demande ou aux besoins sur les éléments essentiels de la vie associative. Vous le savez, on le fait déjà, mais cette adhésion nous conférerait un label. C'est un label. Voilà, les acteurs labellisés bénéficient d'éléments de communication adossés à la marque, logo, visuel, et sont référencés sur le site Internet géré par l'État. C'est une officialisation de ce qui se fait déjà, en quelque sorte. Alors, il y a en annexe, vous l'avez vu, une convention d'autorisation de participer au réseau Guide Asso et d'utiliser la marque collective. Vous avez aussi une charte, voilà. L'autorisation donnée prend la forme d'une convention conclue avec l'État pour une durée de 3 ans renouvelable, avec des enjeux. Je vais pas, bon, ils sont dans la charte. Je vous cite simplement les objectifs poursuivis. Garantir un accès gratuit de proximité, de qualité et permettre une meilleure lisibilité du nouveau réseau de l'appui aux associations, renforcer les acteurs de l'appui et co-construire une nouvelle stratégie territoriale de l'accompagnement visant à valoriser les dynamiques associatives et faciliter les synergies. Last but not least, cette adhésion est donc sans coût pour notre budget. C'est une adhésion à titre gratuit. Voilà. Donc, cette délibération consiste à approuver donc, la convention de partenariat et autoriser à Monsieur le maire à signer la convention de partenariat et tout document afférent. Merci. Merci, chers collègues. Isabelle Torrico, à vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Bon, Marc sourit, il s'est dit, bon, il s'y attendait. Juste quelques petites remarques. 700 associations sur Bègles, certes, mais je ne crois pas que les 700 soient pleinement travaillent en collaboration avec la municipalité, soient ouvertes à tous les Béglés, on est d'accord, heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait un coût terrible. Donc il me semble, de mon temps, il y avait une 60aine d'associations qui travaillaient avec la mairie et qui étaient ouvertes à tous les Béglés. Donc je crois que c'est important aussi ça a certainement évolué, hein, je parle de ça il y a 6-7 ans. Je suis étonnée parce qu'il y a un service qui fonctionne bien,
Il me semble que ça a été restructuré, il y a une coordinatrice qui a été mise en place, il y a des élus délégués. Et je suis étonnée qu'on ait encore besoin d'un nouveau dispositif. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce soit gratuit. Je n'avais pas noté ça. Mais je suis étonnée que face à toute cette restructuration, face à tout ce qui a été mis en place, il y a encore besoin de quelque chose pour 60 associations, quoi. Juste un mot. Effectivement, il y a 700 associations qui sont référenciées à la préfecture. D'après nos services, il y a environ quand même 350 qui sont en lien étroit. Voilà, c'est ce que disent donc nos services, je les crois. Hein. Bon, peut-être pas, voilà, 350. Ensuite, bon, c'était la demande des services, c'est-à-dire que les techniciens pensent que ça donne plus de lisibilité, une label et un réseau, c'est-à-dire au niveau donc des collaborations qu'on peut avoir avec les autres structures. Voilà, donc c'est un petit plus qui est demandé. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Voilà. Ok, je propose de passer au vote. Mais avant, il y a M. Baygat. Christian. Oui, Marc, je voulais te poser une question. Le sujet, c'est les 700 associations déclarées. Tu sais comme moi que les associations, il y a les associations déclarées, il y a les associations qui sont reconnues d'utilité publique et il y a les associations agréées. Ce n'est pas du tout les mêmes. Là, les 700 sont des associations déclarées. C'est la préfecture qui nous a donné ce chiffre, effectivement. 705, oui. 700 700, oui, ça On paraît... est très riche, je savais que vous étiez très oui. riche d'associations, et c'est tant mieux, c'est une belle chose. Mais oui. Vraiment, déclaré. Hein, d'accord. Est-ce que tu peux me dire les associations qui sont agréées, les associations que l'on a d'utilité publique? Je peux te le faire passer ultérieurement. Mais Merci. Comme ça, de tête, je ne peux pas te dire. D'accord. Merci beaucoup. On est bon? Alors, je peux passer au vote. Oui. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole pour l'organisation de la fan zone au Stade Moga à l'occasion de la finale 2025 du top 14. En l'absence de Florian Darcos, Marc Chauvet. Oui, chers collègues, donc ça, Christian, c'est du rugby. La saison 2024-2025 du top 14 était la 126e édition du championnat de France de rugby à 15. Elle a opposé en finale le samedi 28 juin le Stade Toulousain et l'Union Bègle-Bordeaux, ou Bordeaux-Bègle. À la suite d'une saison héroïque et un mois après avoir conquis l'Europe, l'UBB a tout donné mais n'a pas réussi au terme d'un match haletant à conquérir au bout des prolongations son premier titre de champion de France. Bon, on n'est pas là pour commenter la finale, mais bon, je lis la délibération. À l'occasion de cet événement exceptionnel, la ville de Bègle a organisé une fan zone sur la pelouse du Stade Moga d'une capacité de 5000 personnes, avec un grand succès, afin de permettre aux supporters et admirateurs de l'UBB d'assister à l'événement en suivant sa retransmission dans des conditions optimales grâce à une rediffusion en direct sur écran géant. Les agents municipaux se sont mobilisés, qu'ils soient vivement remerciés ici, pour organiser en un temps record ce moment fort. Les dépenses associées s'élèvent à 42 384 €, incluant la location d'un écran géant, des frais de sécurité et de communication. Et bonne surprise, nous pouvons donc demander une subvention, puisque l'article 1 de cette délibération propose de solliciter auprès de Bordeaux Métropole une demande de subvention de 21 192 € pour soutenir financièrement l'opération. Voilà, donc c'est une proposition, c'est une demande de cette subvention qui prendra quasiment la moitié de ce que nous avons dépensé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Isabelle Torlet-Micro, Nous n'avons pas la délibération, nous, dans les documents. On n'a pas travaillé dessus. Alors, voilà, elle n'apparaît pas. Alors, on vient de vérifier à l'instant, c'est bien sur le portail. On ne l'avait pas. Enfin, samedi, il n'y était pas, en tout cas. C'est quand même très étonnant, Ouais. parce que nous, on l'a. Non, on n'avait Ouais. pas. Mais je voudrais juste dire... Juste, en fait, cette délibération, en effet, a été ajoutée parce qu'on a eu la réponse de la métropole assez tardivement et on l'a ajoutée lors des commissions réunies. Et du coup, vous n'avez pas eu de relais. On n'a pas eu le lien pour les commissions réunies, on n'a pas pu se connecter. Vous n'avez pas pu vous connecter parce qu'il n'y avait personne. Ben non, parce qu'on a essayé, moi jusqu'à moins de quart, j'ai cherché le lien, j'ai pas eu parce le que lien. vous étiez absent. Donc nous n'avons pas pu nous connecter. Et donc, en fait, c'est là qu'on l'a annoncé. D'où notre absence. Ok, Non, mais même après, je suis désolé, mais même après les commissions,
Je me suis connecté donc après. Idée Libre donc était en panne, mais la métropole donc a affiché donc les délibérations, mais cette délibération n'existe pas. Bah, nous, on a sous les yeux, Bah, regardez le site. bah, un instant. Idée libre, j'ai pas un site différent du Ben, on n'a pas, non, franchement, on n'a pas. Quand est-ce que tu l'as réactualisé, là, le site que tu nous demandes? Ça a été déposé lundi, pas hier, mais la semaine dernière. Samedi, on a regardé samedi. Alors, c'est à vous de réactualiser la page, peut-être. Bon, il y a un problème technique, Bon, là, en juste, l'occurrence, mais... Ça ne change rien au problème, monsieur. Non, mais bon. Mais Mais on ne l'a pas. C'est clair, c'est net, on ne l'a pas. Point. Ceci étant, ça ne change rien. Juste, je voudrais rajouter, Chers collègues, j'ai envie allez-y. de dire que enfin c'est arrivé, cette fan zone, quand même. On l'attendait et je vais le dire, merci pour ce moment parce que ça a été franchement une belle réussite. Merci. En effet, c'était très familial. Eh bien, je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 3, Pierre Wallet. Réponse commune avec Bordeaux Métropole à l'appel à projet Citeo pour le déploiement du tri dans les équipements municipaux. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc Citeo, c'est un éco-organisme agréé par l'État et qui porte notamment le tri sur les emballages ménagers et les papiers graphiques. Et donc ils ont lancé un appel à projet cet été auquel la métropole a répondu et les communes s'y sont greffées. Il y a 2 volets de cet appel à projet et nous, ce soir, l'objet de la délibération porte sur le premier qui porte uniquement sur le patrimoine municipal. Donc derrière, c'est évidemment toutes les écoles, tous les établissements recevant du public, mais également certains extérieurs sur foncier ville. Derrière, nous, on a des besoins en termes d'investissement pour changer le mobilier. Donc le mobilier derrière, c'est les poubelles, avoir des poubelles double flux plutôt qu'une poubelle un flux, c'est-à-dire avoir une poubelle ordures ménagères classique et un flux avec emballage, carton, papier et plastique, donc effectivement comme à la maison. Donc on vous propose de s'adosser à cet appel à projet porté par Citeo auquel a répondu la métropole, ce qui implique pour nous derrière un financement important à hauteur de 200 € maximum pour une corbeille intérieure et 400 € maximum pour une corbeille extérieure, sachant qu'on a un besoin proche de 300 corbeilles sur les bâtiments de la ville, dont 230 sur les écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut équiper chaque salle de classe, chaque cours d'école, toutes les salles de réunion de la mairie, etc. Je profite de cette délibération pour vous dire également qu'il y a un deuxième volet à cet appel à projet Citeo qui porte plutôt sur le tri des déchets, mais sur espace public. Ça, c'est la métropole qui le porte, puisque c'est une compétence métropolitaine. Et derrière cet appel à projet espace public, il y a notamment des bornes aériennes carton, des bornes aériennes ordures ménagères, etc. Donc, en fait, le pendant de ce qui va se faire sur nos bâtiments publics porté côté ville sera porté également côté métropole sur les espaces publics. Et vous dire également qu'il y a un groupe de travail, mais Tiffaine pourra, si elle le souhaite, compléter, qui est porté au niveau métropolitain pour aller plus loin justement sur la gestion des déchets sur les espaces publics, puisque cet appel à projet Citeo incite à investir, mais il reste derrière aussi à mettre le budget en face du fonctionnement, ce qui n'est pas chose aisée. Donc l'objet de la délibération ce soir, c'est répondre à l'appel à projet pour un investissement en ville sur les bâtiments villes. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Ça va dans le bon sens. Christian Magat. Oui, en tant qu'élu métropolitain, merci Pierre. C'est une très bonne idée que celle de la métropole en cette occasion. Elle est pionnière sur pas mal de problèmes de tri et notamment sur toutes les améliorations. Et c'en est une. Que Bègles s'y associe est une très bonne chose. Donc, bien sûr, nous allons voter pour. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres prises de parole. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 4. Xavier-Marie Fédou, cession du chapiteau de la cité Cirque à la commune de Biscarrosse.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, vous connaissez cette structure qui a été utilisée pour accueillir certaines troupes de cirque sur l'esplanade des Terres-Neuves et puis qui était aussi utilisée à la rentrée pour la rentrée béglaise. Cette structure était de moins en moins utilisée parce que aujourd'hui les troupes qui viennent se produire à Bègles sont équipées de leur propre structure et donc il était aussi à considérer l'état de cette structure qui nécessitait une maintenance assez importante et au vu de ces différents paramètres, il était sage de pouvoir s'en dessaisir et la ville de Biscarrosse s'est portée donc intéressée pour racheter l'ensemble de cet équipement ainsi que les 2 remorques pour un montant de 30 000 €, 20 000 € pour la structure, la piste et les gradins et 10 000 € pour la remorque. Donc c'est l'objet de cette délibération, c'est de permettre à Monsieur le maire de réaliser cette transaction avec la ville de Biscarrosse pour pouvoir céder cet équipement. Merci beaucoup. Monsieur Mishrafi. Mohamed. Merci. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Quelques petites questions. La première, c'est les frais de démontage et surtout de transport. Il n'y a pas de trace dans la délibération. Le démontage, il est démonté actuellement. Et les transports? Le transport, oui, il sera transporté sur la remorque et donc c'est déjà prêt à partir. Voilà. Mais qui paye? Il n'y a pas de frais. L'acheteur. Comme ce n'est pas noté donc, dans la délibération, donc je me suis permis de cette question. Bien sûr, bien sûr. Deuxième petite question, pourquoi il n'y a pas de consultation publique ou d'appel d'offres? C'est un montant qui ne nécessite pas de le faire. Oui. 30 000 € ne nécessite pas de passer par un appel d'offres public. Donc ça se fait passer de gré à gré. Il y a peut-être d'autres associations, d'autres mairies qui sont intéressées. Donc, Ben, on en a trouvé une, c'est déjà bien. Alors, chers collègues, on va... Bon, oui, je vais répondre. Alors, Il y avait... Nadia Benjelloun-Makali va vous répondre pourquoi la commune de Biscarrosse. Il y a une vraie raison. Voilà, il y a un partenariat avec Biscarrosse de longue date, il y a un compagnonnage avec eux et qui d'ailleurs peut se renforcer. C'est ce qui est d'ailleurs proposé là, d'imaginer vraiment un partenariat durable avec eux. On avait l'habitude de faire des déplacements à Biscarrosse, on mettait à disposition un bus pour les habitants béglés pour pouvoir y aller. Donc il y a un vrai travail avec eux. Et d'autre part, il y avait d'autres propositions et celle-ci était, je crois, la proposition la plus intéressante aussi pour la ville. Donc on a quand même choisi aussi cette ville de Biscarrosse, à la fois donc pour ces raisons donc je viens d'exposer, parce qu'il y a vraiment aussi un travail qualitatif aussi là-bas autour du cirque, donc on est proche d'eux. Et c'est vrai que bon, voilà, ça fait, je crois, pas loin de 20 ans que nous avons ce chapiteau qui nous a rendu bien service. Et effectivement, on est quand même nous-mêmes assez émus aussi de le voir partir, mais on pourra en bénéficier d'une autre façon grâce à ce partenariat. Merci de la réponse, mais si on pouvait avoir cette information donc, dans la délib, donc ça m'aurait évité de poser la question. Oui. C'est plus simple. Je crois que le partage d'informations est aussi important quand même que l'information elle-même. On sait ce qu'on va faire de ces 20 000 ou 30 000, puisque 10 000 vont partir à Bordeaux Métropole. Ils rentrent dans le budget général. C'est une recette pour la ville. D'accord. Donc, non affectée dans le budget général. Voilà. Dans la délib, il n'y a pas il n'y a rien qui est écrit sur l'impact de la cession, sur la vie culturelle locale. Donc, j'ai cherché, mais comme elle est courte, il n'y a pas grand-chose. Vous aviez un certain nombre d'objectifs, vous avez identifié, j'ai repris donc les objectifs identifiés dans la politique culturelle de la ville, c'est proposer une programmation pluridisciplinaire, cirque, danse, etc.
soutenir la création contemporaine et installer un lieu de résidence au cœur de ville, créer des moments de rencontre et de partage, donc population, développer des actions de médiation donc culturelle à destination donc des publics, en tout cas des scolaires et puis d'autres populations. Et il semblerait, d'après ce que j'ai compris, hein, donc le chapiteau, c'était un point d'ancrage pour ces populations, pour ces scolaires. C'était aussi un moment de socialisation. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux impacts, donc finalement? Est-ce qu'en le supprimant, est-ce qu'on va fragiliser donc le lien social, donc finalement est-ce que l'offre culturelle, donc, est-ce qu'elle va être fragmentée? Est-ce qu'on va affaiblir la cohésion sociale ou la visibilité des quartiers donc, des Terre-Neuve? Toutes ces questions, donc, je n'ai pas trouvé de traces donc, dans la délibération. Okay. Non, il n'y aura pas d'impact. Hein. Le projet Cité Cirque reste un projet fondateur hein, de la saison culturelle béglaise. On reste une ville fortement circassienne. Cirque contemporain, cirque sans animaux, avec une reconnaissance régionale, voire même on peut le dire nationale, et des partenariats importants. Donc la ville de Biscarrosse, mais également d'autres communes au niveau de la région. Et donc on va continuer à accueillir des chapiteaux et des compagnies et des résidences. D'ailleurs, on peut le dire qu'on est une des seules communes de France qui organise des résidences artistiques autour du cirque, pour que des compagnies puissent monter des nouveaux spectacles. Ça, on le fait, on va continuer à le faire. Et bien sûr, l'esplanade des Terre-Neuve restera le lieu central des représentations circassiennes, donc il n'y aura pas d'impact. Voilà, c'était plutôt pour éviter des dépenses supplémentaires fortes. Et à la différence de nous qui devions démonter et monter le chapiteau régulièrement, la ville de Biscarrosse va le laisser monter à demeure à l'année. Et donc, ça sera une utilisation moins onéreuse pour elle. Contrairement à nous, on devait le monter, le démonter régulièrement et le gardienner, ce chapiteau. Donc, ça va faire évoluer un tout petit peu la façon d'échanger avec les compagnies circassiennes, parce qu'elles devront trouver un chapiteau, et donc on ne pourra plus mettre à disposition le chapiteau municipal, ou alors on trouvera des solutions en louant des chapiteaux. Voilà. Comme vous avez parlé dans la délibération des frais actuels d'entretien et de gardiennage, mais comme vous ne donnez pas de chiffres sur quel est le montant, aucune idée. Je ne sais pas. Alors là, je ne les ai pas sous les yeux, les montants moyens annuels, montage, démontage, plus gardiennage, mais on va vous les transmettre, il n'y a aucun secret, il suffit de les demander. Malheureusement, vous n'étiez pas présent en commission réunie, parce qu'apparemment, il y a eu un problème de lien, c'est ça, de lien, donc je le dis, hein, voilà, c'est ce que vous avez dit. Après, n'hésitez pas à téléphoner si vous ne trouvez pas le lien, comme ça, on trouve une solution en direct. On vous renvoie un lien actualisé. Et puis, je tiens quand même à souligner que nous avons mis un point d'honneur à ne pas diminuer le budget des associations culturelles sur Bègles. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans de nombreuses autres collectivités. Hein. Nous savons bien la difficulté que vit actuellement le milieu culturel en France, mais pas qu'en France, du fait de la diminution des budgets alloués par les collectivités territoriales, hein, régions, départements, villes et collectivités et voilà, métropoles. À Bègles, on a fait le choix de ne pas diminuer, voire même d'augmenter hein, l'ensemble des budgets pour les associations, et notamment pour les associations culturelles. Je propose de passer au vote, s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Oui ? Eh bien, alors, qui est pour ? Oui ? Vous votez pour ? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, Xavier Marie-Fédou, cession de la parcelle 039 AL 0713. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, je suppose que vous situez très bien cette parcelle dans Bègles. Pour vous aider, je vais vous la situer un tout petit peu plus. Ça s'appelle le bois de l'Oranger et c'est situé derrière le lycée Émile Combes. Voilà, cette parcelle est mitoyenne de parcelles privées et les résidents de mitoyenneté, de proximité, ont souhaité développer de l'activité de potager, de maraîchage et nécessité donc d'étendre un
quelque peu leur surface de terrain. Et donc, il a été trouvé un accord pour que cette pratique puisse se développer auprès de 4 riverains, pour donc une surface totale de 448 mètres carrés. Nous avons fait faire une évaluation à la direction de l'immobilier de l'État à hauteur de 50 € le mètre carré. Et ainsi, nous avons pu passer donc un accord de cession de terrain auprès de ces 4 propriétaires pour un montant de 21 400 €. Le reste, bien sûr, du bois de l'Oranger reste accessible comme parc public et donc permettra comme ça un bon équilibre des usages. Voilà l'objet de cette délibération. Merci, chers collègues. Monsieur Michrafi, peut-être? Non? OK. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est pour? Unanimité. Ben, écoutez, merci pour ces riverains qui pourront développer leur beau projet. Délibération numéro 6. SDEG, modification statutaire, approbation de la commune, monsieur Wallet. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération qui ne va pas forcément intéresser beaucoup la ville, dans la mesure où c'est plutôt lié à des évolutions statutaires du SDEG, puisque la Chambre régionale des comptes leur a demandé de mieux expliciter la séparation entre les compétences qu'ils portent et les prestations qu'ils peuvent vendre aux collectivités, sachant que nous, côté ville, on y fait de toute façon peu, on leur demande peu de prestations. Ils travaillent notamment sur les questions d'électricité, déchets, éclairage public, distribution de gaz, les bornes pour recharge voiture électrique. Enfin, c'est beaucoup de compétences qui sont de toute façon mutualisées à l'échelle métropolitaine pour la ville. Donc pour nous, en fait, ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est juste pour clarifier les statuts du SDEG. Le SDEG? Alors le SDEG, c'est le syndicat départemental, ça doit ça. être eau, électricité, gaz, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'énergie du territoire et environnement. Très bien, merci. Y a-t-il une prise de parole, chers collègues? Monsieur Bagat, Christian. Merci. Mes chers collègues, je suis très heureux que l'on se mette en conformité avec la Cour des comptes. Je tiens à rappeler que dans ce rapport, il y avait aussi que depuis 2014 et jusqu'à notre élection, les indemnités versées aux élus, et en particulier aux adjoints. Chers collègues, je me Oui, permets, monsieur le maire. Là, on parle du SDEG, on ne parle pas de la ville. Hein. Je l'entends bien, mais on parle d'un rapport de la Cour des comptes. Donc, je C'est un rappelle peu, que dans la Cour des comptes, il n'y avait pas que ceci. Je rappelle que dans la Cour des comptes, nous sommes, et il y a plus de 149 000... Monsieur le maire, il y a 149 000 €. Parce que s'il y a le mot conseil statutaire, au conseil... chambre régionale des comptes, c'est ça. Comme dans la délibération, il y a chambre régionale des comptes, vous parlez d'un autre rapport qui a trait à la ville, c'est ça? Non, non, oui, je dis que vous savez très bien, monsieur le maire, que les élus ont trop perçu 149 000 € dans la précédente mandature et que nous n'avons toujours pas remboursé cette somme d'argent. Les élus n'ont toujours pas remboursé. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'illégal, mais est-ce que c'est moral? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'en profitais puisque vous parlez de cela. Alors, ça n'a strictement rien à voir avec la délibération, c'est bien ce que je disais. Vous avez fait une déclaration politique qui n'a strictement rien à voir avec cette délibération. Et d'ailleurs, les 35 élus Begley, que nous sommes tous, font partie de cette enveloppe. Et donc, libre à chacun de faire un don au Centre communal d'action sociale, par exemple, s'il le souhaite, pour rembourser la dite somme. Alors, on revient au SDEG. Qui est pour? Merci. Unanimité. Délibération numéro 7. Monsieur Fédou, Xavier Marie, redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Fixation de la redevance. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc l'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est soumise au paiement d'une redevance conformément donc à des dispositions et au Code général des collectivités territoriales.
Donc cette délibération permettra de fixer le montant de la redevance et se positionne pour un taux maximum réglementaire. Elle sera revalorisée automatiquement chaque année et cette redevance est calculée sur la base de la population légale par un calcul qui donc prend en compte des coefficients et des paramètres donc de population. Donc l'objet de cette délibération, c'est de pouvoir mettre en place cette redevance qui jusqu'à maintenant n'existait pas. Merci. Y a-t-il une prise de parole de la part d'élus? Sinon, je passe au vote. Christian Magat. Oui, j'avais 2 délibérations qui me tenaient à cœur et qui se suivent. Je voulais savoir quel est le gain financier pour la commune. Oui, alors pour le moment, cette question est en suspens parce qu'il faut procéder au relevé de l'ensemble du réseau. Oui. Et donc, pour le moment, il n'est pas effectué. Donc il n'y avait pas de taux actuel et donc on va imposer un taux maintenant. Oui, parce que c'est une disposition qui date de 2023, donc c'est récent. Nous sommes d'accord. Je ne connais pas la pratique des autres communes, mais fixer un maximum réglementaire implique que ou Enedis ou RTE vont répercuter ces coûts dans le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Autrement dit, finalement, ce seront les gens comme vous et moi qui allons payer ce surcoût. C'est obligatoire puisque ce seront les usagers qui vont le faire. À la fin, c'est payé par le consommateur d'électricité, c'est-à-dire nous-mêmes. Si l'on veut décarboner notre économie, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que si à chaque fois on parle, moi je veux bien. Non, mais quand c'est nous qui interrompons, on se fait gronder. Là, on peut nous interrompre, on peut dans l'élan. Personne ne vous a interrompu, je comprends pas. Ah. Allez-y. J'avais l'impression. Non, excusez-moi. J'étais donc en train de dire que c'est pas grave. Si l'on veut décarboner notre économie, il faut électrifier les usages. Si on augmente les charges sur l'électricité, on pénalise l'électrification et la décarbonation. Aujourd'hui, ce sont les gestionnaires de réseau, ce sont des services publics. Ces services publics, c'est vous et moi. Donc c'est nous qui allons payer finalement au bout du compte. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si je dis cela, c'est parce que à un moment donné, c'est toujours le consommateur qui va être le payeur. Voilà. Alors, si je puis me permettre, les enjeux de tarification d'énergie, c'est très compliqué. Il n'y a pas de lien direct, de cause à effet, entre une redevance d'occupation de l'espace public, là. En l'occurrence, on vient de me donner un petit détail. La première estimation, chers collègues, est plutôt de 15 000 €. Voilà, je vous l'annonce, 15 000 €. Et ce que payent les consommateurs, ça passe par la CRE, enfin bon, puis par la loi, enfin voilà, donc il n'y a pas de causalité directe. Étant donné les finances compliquées des collectivités territoriales, le législateur a bien pris en compte ces difficultés. Vous le savez, nous sommes bien placés pour savoir que les finances de la ville de Bègles sont extrêmement tendues, puisque nous avons des engagements massifs de la part notamment de l'État, et la nouvelle loi de finances telle qu'elle a été pensée par le gouvernement précédent, celui qui vient de tomber, et doubler l'effort aux collectivités territoriales par rapport au précédent qui était déjà bien plus élevé que celui d'avant. Donc les budgets vont être de plus en plus compliqués à boucler, et donc si on peut avoir une recette même de 15 000 €, il ne faut pas passer à côté. Et on est une des premières communes, je crois, à prendre ce type de délibération. Et alors je suis école. Permettez-moi de vous dire que la délibération précédente, c'est 149 000 € que l'on pourrait récupérer. Merci. Mais non. Alors, la délibération précédente, c'est le SDEG, donc ça n'a strictement rien à voir avec la ville. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors, concernant cette délibération d'occupation, je passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Vote contre du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 8, création de 11 emplois permanents. Marc Chauvet. Merci. Bien, donc vous avez vu que cette délibération, compte tenu de nouveaux besoins, il est souhaitable de consolider les effectifs du service éducation jeunesse. Il est également nécessaire de mettre à jour ceux de la maison de la musique.
Je vous renvoie donc à l'annexe, au tableau. Premièrement, professeur de musique. On demande donc 4 effectifs budgétaires. Eh bien, c'est simplement une erreur, voilà, donc avec toutes nos excuses. On a fait, lors de grands toilettage que je vous avais présenté, vous savez, pour coller à la nomenclature réelle, on avait donc effacé et créé donc des cadres d'emploi. Eh bien, ce n'était pas dans le bon cadre d'emploi. Voilà, donc c'est simplement un jeu d'écriture. Et à la prochaine fois, enfin, dans un prochain conseil, on supprimera les anciens cadres d'emploi. Voilà, c'est simplement, donc il n'y a pas de coût, bien entendu, par rapport à cela. C'était une erreur. Donc on le remet dans le bon cadre. Pour le service éducation jeunesse, eh bien c'est pour consolider, c'est pour donc pérenniser les postes qui existent déjà. Voilà, hein, c'est une création pour remplacer des contractuels par des titulaires. Voilà, donc c'est un budget quasi constant par rapport à ces animateurs. Il n'y a pas de création supplémentaire. Ce sont des postes qui existent en tant que contractuels qu'on veut pérenniser pour consolider le service. Merci, Monsieur Mishrafi. Finalement, on crée ou on ne crée pas? On crée combien? On crée donc, effectif budgétaire, on crée 4 postes donc d'adjoints d'animation, mais qui sont déjà occupés par des contractuels. Donc c'est pour une titularisation, en quelque sorte, de personnes qui sont déjà en poste. Donc on crée quand même 11. On crée... Il n'y a pas 7 dans jeunesse et 4 pour les professeurs de musique, c'est simplement donc une permutation et on change le cadre d'emploi. Donc on ne crée pas, si vous voulez, de postes supplémentaires. Et pour le service éducation jeunesse, on ne crée pas de postes supplémentaires qui existent déjà. C'est un peu comme dans l'enseignement. Bon, au lieu d'avoir un contractuel, on a un professeur titulaire. Là, c'est pareil. Hein, donc c'est pour les titulariser, mais on ne crée pas de postes supplémentaires. C'est quand même... Entre ce que vous dites et ce qui est écrit, il y a quand même... Faut parler, je suis désolé, mais création de 11 emplois permanents. Moi, je veux bien... bon, alors, je suis resté longtemps quand même aux études pour... je sais lire quand même. Vous me dites... et là, vous me dites, non, ce n'est pas des créations. Moi... chers collègues. Honnêtement... Alors, si vous avez bien écouté Marc Chauvet, il a dit qu'au prochain conseil municipal, nous aurons des suppressions de postes. C'est comme ça que ça fonctionne le code des collectivités territoriales. Donc, on applique le règlement. Donc, on crée des postes, même si les agents sont déjà là, parce qu'il y a un changement d'intitulé dans leur poste ou parce que, c'est plus intéressant, on passe d'emplois contractuels à les emplois statutaires, et là c'est un vrai gain en termes d'emploi pour ces personnes qui ont un CDI, si vous voulez, passe d'un CDI à un CDD à un CDI. Voilà, donc... Non mais, il y a quand même des contradictions. Vous parlez de nouveaux besoins, et donc vous parlez de création pour répondre à ces nouveaux besoins. Aujourd'hui, vous dites c'est pas ça. Bon, notre position, elle est très claire. Hein. Nous soutenons la nécessité de renforcer nos services enfance et musique. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Mais il faut juste être quand même précis dans les délibérations pour qu'on vous pose des questions qui sont relatives à la délibération, mais pas à vos propos ou aux propos qui sont tenus donc finalement pendant le conseil municipal, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Bon, bref, mais en tout cas... C'est une délibération où il manque beaucoup de choses que l'on crée ou ne crée pas. Vous parlez donc de 4 professeurs, mais de 7 animations périscolaires, mais vous ne parlez pas du volume d'activité. Quel est le nombre d'heures de cours réellement dispensés? Dans cette délibération, il n'y a rien. Quel est le taux de remplissage des activités? Quels sont les projets futurs? Ces nouveaux besoins vont être guidés ou vont guider quelle politique? Moi, nous n'avons absolument rien donc, sur ces éléments-là. Alors, en fait, on vous a dit qu'il n'y avait pas de création de postes supplémentaires.
budget presque constant, parce qu'on passe de CDD à CDI, de contractuel à emploi fonctionnaire, donc il y a une petite différence financière, mais à la marge. Et concernant les postes de musique, les professeurs de musique, ils sont déjà là et ils ne vont pas changer d'emploi, ni de fiche de poche, ni de rien du tout. C'est juste l'intitulé qui change, c'est tout. Voilà. Parce que dans le tableau général du dernier conseil municipal, l'intitulé était erroné, donc on le corrige, c'est tout. C'est juste une correction. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair là, en l'occurrence, dans les explications. Et c'est exactement les mêmes délibérations que nous avons depuis le début du mandat, à savoir depuis 6 ans. Et à chaque fois, on ne réexplique pas le fonctionnement des services. Enfin, c'est un peu long, quand même. Sinon, Autrement, les fiches de poste sont à votre disposition. Ouais, voilà. Ce sont les fiches de poste, après. Donc, dans les annexes que vous notez, c'est juste ou c'est pas juste? Par exemple, quand je prends... C'est juste. Il y a donc des pourcentages qui sont donnés, notamment, donc, vous dites 31, donc 75. Donc, il y a un poste qui est 31, 75 sur 35, c'est-à-dire 90% à peu près du temps plein. Et puis, 3 à 29,5. Oui. Donc, ça, c'est juste ou c'est faux? C'est juste. Bon alors, ces fractions horaires, donc finalement, est-ce que c'est un choix délibéré de votre part ou parce que il y a une complexité dans l'organisation des services. Je finis juste ma phrase et je vous donne la parole, monsieur le maire. Oui, allez-y. Donc, je rends la parole. Je ne donne pas, je rends la parole. On me l'a confié, on me l'a donné, donc je termine et puis Donc, ces fractions horaires présentent quand même des effets négatifs. Le premier effet, c'est complexifier donc l'organisation des services, parce que chaque fraction horaire nécessite un contrat de travail distinct, un suivi personnalisé des congés, des heures supplémentaires, de la paye, et une vérification des droits à la formation ou à indemnité donc propre à chaque quotité. Bref, le service RH va peut-être s'arracher un peu les sous. Et puis ça peut provoquer des erreurs. Non, je te rassure, Mohamed, donc les services RH sont parfaitement compétents et sont habitués. Et donc c'est en collaboration étroite avec eux que cette délibération a été écrite. Donc il n'y a pas de nouvelles choses dans cette délibération. Et cette augmentation légère, effectivement, permet de consolider parce que, effectivement, quand on a des collègues titulaires, eh bien, ça consolide un service. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et après, on a un taux de titulaires qui est très élevé par rapport à la moyenne des communes en France par rapport aux animateurs périscolaires. On essaye d'avoir recours le moins possible de contractuels. Et même la cellule remplacement, ce sont des titulaires. Voilà, donc c'est un effort particulier pour la commune. Pascal Labadie. Oui. Je t'engage. Alors, dans ma vraie vie, je suis RH et je fais de la paye. Je t'invite, si tu veux, à venir passer une journée avec moi et tu vas voir comment ça se passe quand on gère des temps partiels, quand on gère du temps incomplet, quand on gère du temps complet. Et tu vas voir que quand on a l'habitude, ça se gère facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, invitation lancée. Ok. Alors, Christian Bagat d'abord a demandé, et après, Amélie Cohen-Anglais. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ni dans la polémique telle qu'elle a été établie auparavant. C'est vrai que ce n'est pas très clair et c'était pour ça que nous avions des doutes. Maintenant, quand on passe à la titularisation de personnes, je trouve ça formidable. Donc là-dessus, je suis très clair et nous votons pour. Il n'y a pas de souci. Par contre, je voudrais dire quelque chose ici en tant que ex-dirigeant de vie associative et ex-président d'un club Begley. Nous étions à un moment donné, nous réalisions tout un tas de vacations avec nos éducateurs, ce qui nous permettait à nous d'asseoir une politique sportive assez importante au sein du CA Begley et en même temps, dans les temps scolaires, de pouvoir avoir des vacations qui nous permettaient de financer les salaires de nos employés. Nous en avions 7 à l'époque qui travaillaient
avec des temps partiels, des temps, je comprends bien ce que dit Pascal, et on faisait des calculs qui étaient, nous aussi, pas faciles. Quel dommage de ne pas nous avoir conservé ces vacations. On aurait eu, nous, un développement de nos vies associatives, mais il n'y avait pas que le CA Begley, il y avait d'autres associations, l'Amicale laïque, il y avait aussi le dojo, il y avait aussi, ça existait. On en a encore un peu, mais on n'en a plus beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est dommage. Alors, tu veux répondre sur ce point-là, sur le sport ou... Alors, on répond sur le sport, je te passe la parole après. Sur le sport à l'école, à moins que Vincent, tu veux répondre, sinon je peux répondre. Je peux répondre. Non, mais de ce que je comprends, au poste auquel vous faites référence, c'est les intervenants qui participent dans le cadre du PEDT, au TAP. Donc on accueille... mais oui, mais en tout cas, ça existe toujours. Je comprends pas. Enfin, nous, on contractualise toujours avec le Dojo Begley, avec le CA Begley. On a toujours des intervenants qui interviennent sur le temps, sur la pause midi 2. Et on continuera à le faire tant qu'on pourra. Enfin, voilà, tant que financièrement les subventions d'État existeront, même si elles ont déjà disparu. Donc on continue à faire l'effort financier pour pouvoir maintenir ces postes-là. C'est aussi, et vous le savez, étroitement lié à la question des rythmes scolaires, hein, sur les 4 jours et demi, donc y compris, c'est des débats qu'il faut avoir dans leur entièreté, et surtout sur l'entièreté des conséquences, voilà, y compris pour les acteurs associatifs. Voilà, donc jusqu'ici, en tout cas moi, sur la durée du mandat, alors peut-être que vous faites référence à des temps avant le mandat actuel, mais moi, sur l'entièreté du mandat, il n'y a pas eu d'évolution, en tout cas pas à la baisse, hein, pas à ma connaissance. Je peux répondre, monsieur le maire ? Allez-y. Simplement, la question de Vincent Boivinet, il y a la réponse dedans. Je parlais de mon époque, on a supprimé, c'est à cette époque-là. Je ne parle pas de maintenant, de la dernière mandature, monsieur le maire, je parle d'une mandature antérieure. Et c'est cela dont je parlais, pointe à la ligne, et je l'ai dit tout à l'heure quand je l'ai dit, on avait beaucoup plus de vacations que nous n'avons eu à ce moment-là. On en avait beaucoup, on avait quasiment le monopole avec le dojo des interventions. Oui. Voilà, monsieur, ce que je suis en train de dire. Merci. C'est que maintenant, les enseignants font cours de sport dans leur programme. Et il y a une obligation. Donc les enseignants prennent en partie l'activité physique. Voilà, l'éducation sportive. C'est pour ça, physique et sportive. Amélie Cohen-Langlais. Oui, entre présidente et vice-présidente d'établissement public, c'est aussi quelque chose qu'on fait voter très régulièrement, ces délibérations, avec au début du mandat les mêmes interrogations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction publique, elle est directement issue en fait de la Révolution française et de l'égalité d'accès aux charges publiques. Et c'est pour ça que le statut est très particulier et qu'on ne peut évidemment pas transformer un poste occupé. Donc en fait, on doit avoir constamment, même si évidemment il y a des mises à jour, une liste de supports de postes budgétaires qui doivent être parfaitement conformes à la réalité, au grade de la personne, à sa quantité de temps, etc. Si elle est titulaire, si elle est contractuelle. Et donc, comme on ne peut pas transformer un poste d'une personne qui est là et qui existe, on doit créer un poste, mettre la personne sur le nouveau poste, et ensuite on supprime le poste, ce que rappelait le maire, que la prochaine fois, on aura une délibération de suppression de poste. Le deuxième point, je pense que Nadia pourrait sûrement mieux vous l'expliquer, mais moi, c'est quelque chose que je connais pour le service d'aide à domicile. On a un certain nombre de services qu'on ne peut pas tenir de 8h à 17h de manière extrêmement régulière, et on va avoir besoin, nous c'est le cas au service d'aide à domicile, au moment des repas par exemple, on a des moments, et j'imagine qu'à l'école de musique, ça doit être le samedi, en fin de journée, le mercredi, etc., des moments où on a besoin d'une grande concentration en personnel, avec beaucoup de personnes qui n'auront pas forcément de capacité à être occupées sur des temps où le public n'est pas disponible ou, en ce qui nous concerne, n'a pas besoin de nous. Et donc, ça peut effectivement générer le fait d'avoir des temps non complets parce que c'est la configuration du service et les besoins du public qui en dépendent. Nous, on ne va pas se mettre à faire des repas à 9h30 du matin parce que ça nous arrange dans les plannings. Les repas, il faut les faire en fin de matinée.
Donc après, voilà, un service public, évidemment, se base d'abord sur les besoins du public et ça peut générer, effectivement, des acrobaties pour les personnes qui travaillent aux ressources humaines, mais qui, voilà, à ma connaissance, le font très bien. Merci pour ces explications. Je propose qu'on passe au vote. Délibération, somme toute classique. Délibération, donc qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Et enfin, dernière délibération, donc petit conseil, comme annoncé. Numéro 9, Xavier Marie Fédou, dépenses à imputer au compte 6232, fêtes et cérémonies, modification de la délibération numéro 10 du 1er février 2022. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. C'est une délibération quelque peu technique. Cela concerne les intermittents du spectacle qui sont sollicités à différents moments de l'année pour des événements culturels divers. Dans le cas précis, il nous est demandé que ces recrutements qui étaient affectés aux charges générales de la ville, pour ce qui concerne les événements spécifiques de la fête de la morue et du carnaval, eh bien, quand nous recrutons donc des intermittents du spectacle dans le cadre du guichet unique du spectacle occasionnel, eh bien, ces charges soient imputées au compte 6232 des fêtes et cérémonies. Voilà, donc c'est juste un transfert d'écriture pour les intermittents du spectacle qui interviennent pour la fête de la morue et pour le carnaval. Eh bien, l'écriture doit se passer sur le compte 6232. Très bien. Y a-t-il une prise de parole? Mohamed Mishrafi, allez-y. Merci. Mon cher collègue, est-ce que vous avez comparé la liste adoptée au 1er février donc 2022 et la liste de 2025? Allez-y. C'est la même. Et alors? Autrement dit, la nouvelle délibération, il recopie intégralement, donc sans y apporter la moindre précision. Oui. C'est vrai, il y a un vide comptable. Je pense que c'est une écriture, ça ne change rien aux dépenses, ça ne change rien. Là aussi, c'est juste une écriture. Mais j'aurais bien aimé, en tout cas, parce que ni en 2022, ni aujourd'hui, aucun montant maximal, par exemple, n'est défini pour chaque catégorie. Mais c'est pas le On but. ne sait toujours pas quel est le plafond. C'est dans le budget. Mais ce n'est pas le but de la délibération. Et là, c'est dommage, parce que sans plafond, honnêtement, voter une délibération, c'est des folklores. C'est juste En tout cas, pour le conseil municipal. C'est juste une question d'écriture, monsieur Mishrafi. C'est simplement de mettre la ligne de charge concernant le GUSO sur la ligne 6232, c'est tout. Bon, donc ça ne change rien aux dépenses. Rien. Oui, mais je trouve qu'il y a un chevauchement qui est important avec des tas de chapitres dans cette délibération, comme en 2022. Vous avez les fêtes et les cérémonies qui empiètent donc sur le budget de culture, sur la communication, sur les voyages officiels des élus. C'est pas l'objet, là. Là, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet de la délibération. Lisez. Là, il s'agit simplement des intermittents du spectacle qui ne sont pas sur la ligne 6232 pour la fête de la morue et pour le carnaval. C'est tout simplement ça. Bon, je propose de passer au vote et après, je ferai voter le procès-verbal du conseil municipal précédent. J'ai oublié de le faire voter. Alors, pour cette délibération, qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote? S'abstenir, monsieur le maire, mais je vais donner une explication. C'est que allez-y. comme on avait voté pour la précédente fois, Ouais. ça ne sert pas à grand-chose qu'on vote pour maintenant, puisque ça n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, abstention du groupe Espoir Begley, délibération adoptée. Et je fais voter le procès-verbal du conseil municipal précédent. S'il n'y a pas de remarques ou de demande de modification, qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Procès-verbal adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous.